J'ai regardé mon premier film d'horreur à 11 ans et demi. Il m'a traumatisée et ça m'a déclenché des phobies. C'est vrai que ça a pris une place dans ma vie que je ne pensais pas que ça prendrait, quoi. Pour le mieux. Oui, Ouais. je me dis mon travail paie, je le fais pas dans le vide et franchement ça fait vraiment plaisir. Et là je suis là au téléphone en mode ok, d'accord, ouais, ok. Et là je raccroche et je regarde ma mère et je lui dis j'étais prise pour remplacer ce maquilleur sur ce tournage. On me considérait pas du tout. Genre le producteur me parlait comme un chien et moi j'étais là en mode c'est ça les tournages, on va peut-être pas continuer quoi. Tournage bénévole en plus. Oui, en plus, je pense que si du jour au lendemain, tous les films de la Terre se suppriment et le cinéma n'existe plus, je pense qu'il y a une partie de moi qui s'éteint. Bonjour à toutes et tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tu te fais des films. Et je suis accompagné aujourd'hui de Ciné Marion. Je t'ai connu au tout début. Genre, je t'ai vu débarquer sur TikTok. Ah ouais. Et je m'en suis pas rendu compte parce qu'il se passe tellement de choses sur TikTok. Et d'un coup, je vois 15 000 abonnés. Je suis là, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, ils sont arrivés vite, mais ils ont quand même mis du temps à arriver. Il y a eu un petit temps, mais vraiment, je t'ai vu au tout début. Et d'un coup, je t'ai vu arriver à 15 000, j'ai pas compris. Il y a un moment, j'ai pas compris non plus. Hein. Ouais. Donc, on va parler de tout ça. D'abord, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis trop content. Elle est venue du Havre juste pour le tournage de ce podcast. C'est faux. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de création de contenu, puisque c'est principalement le sujet qui est au centre de ta vie aujourd'hui. Et puis, tu m'as envoyé un message il y a quelques temps. Je n'étais pas du tout au courant, donc on va en parler aussi, où tu as travaillé sur les plateaux dans un métier très particulier, dont on parle assez rarement finalement, parce que c'est assez méconnu. Et on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Donc ça, c'est pour le watch time. Tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu allumes une caméra et tu te décides à faire du contenu sur le cinéma ? Pour la faire courte, j'ai toujours aimé le cinéma. Depuis que je suis en âge de regarder des films, j'en regarde de tout type, pas que de l'horreur. Mais c'est vrai que l'horreur, c'est ce que je consomme le plus. J'ai regardé mon premier film d'horreur à 11 ans et demi. Bon, il m'a traumatisée et ça m'a déclenché des phobies. Hein. Quoi ? The Grudge. Ah. Ouais. Pas mal pour commencer. Ouais, et depuis, je suis nyctophobe, donc tu vois, et je peux pas monter dans un grenier s'il fait tout noir, quoi. Après, j'ai eu une période sans rien, parce que ça m'a vraiment traumatisée. Et en fait, j'ai quand même grandi avec ma mère et sa sœur, qui est donc ma marraine, qui aimait beaucoup les films d'horreur aussi quand elles étaient jeunes. Et avec ma cousine, qui avait le même âge que moi, on avait cette envie un peu d'adrénaline, de se faire peur, etc. Donc elles nous ont un petit peu montré des films d'horreur, mais très classiques, plus adapté à nos âges, quoi. Et après, j'en ai regardé beaucoup avec ma mère. C'était des films d'horreur mainstream, hein, clairement. Quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, comme tous les ados, à un moment, je pense qu'on s'enferme dans sa chambre et on regarde des films ou on joue. Moi, c'était les films et je me suis vraiment fait toute ma culture ciné, horreur principalement, mais pas que. Et c'est suite à une période de chômage, en fait, en janvier 2024, et un moment où je devais me concentrer sur ma santé, où j'avais beaucoup d'examens médicaux à passer. Je voulais vraiment penser à autre chose et pas être que dans cette boucle-là de chômage, rendez-vous médicaux. Et je me suis dit, parle de quelque chose que tu aimes. À l'époque, je suivais Oda l'horreur, qui m'inspirait beaucoup. Je la suivais depuis un bon moment avant. Et à l'époque, c'était un petit peu la seule que je voyais qui parlait d'horreur. Et je me disais, pourquoi pas moi ? Donc, j'ai hésité longtemps avant, parce que ça fait peur de s'exposer sur les réseaux sociaux. On est face à des gens qu'on ne connaît pas, donc on est exposé aux critiques, etc. J'avais peur de ne pas être intéressante. Et puis, au final, ça a pris petit à petit. Et quand j'ai vu que ça marchait vraiment bien, à un moment, il y a une vidéo, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, qui fait que ça a explosé. Et j'ai du coup très vite atteint 10 000 abonnés, vu que j'ai commencé le 11 mars et je les ai atteints fin juillet 2024. Donc, ça a été quand même assez vite. Et puis, depuis, je monte petit à petit, donc ça fait plaisir. Voilà. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Je crois que mon premier souvenir de cinéma, c'est le film devant lequel j'ai le plus pleuré de ma vie. Et je ne l'ai jamais re-regardé parce que je sais que je pleurerai toujours autant devant ce film. C'est Sam, je suis Sam, avec Sean Penn et Dakota Fanning. Je n'ai jamais vu. Regarde-le, il est incroyable. C'est un jeune papa, en fait, qui alors il est handicapé. Alors je ne sais plus s'il est autiste ou s'il a juste un retard, en fait, au niveau mental. Et en fait, la maman se barre tout simplement en lui laissant le bébé. Donc du coup, il doit apprendre à donc il s'en occupe, hein, il l'élève, mais donc les premières années de sa vie, ça va, vu qu'ils ont les mêmes capacités mentales. Mais quand elle arrive à un âge où il faut plus, c'est plutôt elle qui va s'occuper de lui.
Du coup, il y a tout un truc où elle va être placée en famille d'accueil, on va vouloir lui retirer sa fille. Il y a beaucoup de scènes au tribunal où il parle, mais du coup, on sent sa sensibilité d'enfant dans sa tête. Et en même temps, il y a le combat d'un père. Enfin, bref, ce film m'a beaucoup trop fait chialer. Je dirais que c'est vraiment mon vrai gros souvenir de cinéma. Et je l'ai regardé assez jeune. Et je me rappelle que j'avais regardé aussi Survivre avec les loups. Et ce film m'avait traumatisée parce que je l'ai regardé un peu jeune. Je crois que je devais avoir 8-9 ans. Et il y a une scène à la fin où elle a tellement de poux qu'on lui rase la tête et ça m'a fait traumatiser. Voilà, je pense que c'est mes 2 gros premiers souvenirs de cinéma. J'ai des parents aussi qui ont regardé beaucoup de films dans leur vie. Donc, comme ils me connaissent et qu'ils connaissent mes goûts, c'était regarde ça, tu vas aimer, etc. Donc, je dirais que mes parents ont pas mal contribué quand même à ma culture cinématographique. Et puis après, je me suis fait ma propre culture toute seule. Beaucoup dans l'horreur, mais pas que, encore une fois. Parce que les gens, à chaque fois, me disent « Mais tu regardes que des films d'horreur ?» Non. Je regarde, allez, je dirais peut-être 85-90%. C'est beaucoup. C'est le principal, en tout cas, de ton contenu. C'est énorme, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai axé mon contenu que sur le cinéma, mais je réfléchis à potentiellement le faire évoluer aussi. Avec tout ce bagage donc, que tu as emmagasiné sur toutes ces années, donc tu décides de faire du contenu cinéma. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment tenir le cap dans ta création de contenu ? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer ? Est-ce que c'était juste par plaisir de faire autre chose ? Est-ce que c'était les premiers retours ? Est-ce que c'était l'envie de t'améliorer ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer ? Alors, en vrai, je me disais, bon, ce que je fais, ça a l'air de plaire, même si quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, catastrophe. Et encore, il y en a que j'ai mis en non répertorié parce que là, c'était vraiment catastrophique. Parce que mes toutes premières vidéos, c'était pas chez moi actuellement, c'était dans ma chambre, chez mes parents, où mes fameuses figurines pop qui sont derrière moi étaient sur mon escalier qui menait au grenier. On était sur un truc... Et je sais pas, j'avais essayé de mélanger un peu un esprit maquillage et film, notamment une vidéo où je parlais de slasher, et ça sert à rien de la chercher, vous la trouverez pas. Une vidéo où je parlais de slasher et je m'étais fait un maquillage style, je me suis pris un caillou avec du sang, des cernes, des trucs et tout. Et au début, je partais sur ça, et après, je me suis dit, bon, ça adhère pas, les gens crochent pas, c'est nul, donc bon, j'ai abandonné, en fait. Et ça, donc ça, c'était en novembre 2020. 2022. Et c'est... Non, 2023. Et c'est du coup en janvier que je me suis dit, faudrait que tu retentes. Alors au début, je me suis plus axée sur YouTube. Et après, je me suis rendu compte que pour ce que j'avais à dire, mes vidéos seraient plutôt courtes. Et j'avais vraiment envie de faire un format juste recommandation, pas m'étaler sur un film pendant 15 ans et que ça soit ennuyeux. Il y en a qui arrivent à le faire très bien. Moi, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon cas. Du coup, j'ai plus opté vidéo courte. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi TikTok. Et parce que c'est aussi vachement accessible. Tu peux avoir de la visibilité super rapidement, même pour des gens qui ne te connaissent pas. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a plu surtout là-dedans, c'est partager vraiment la passion que j'ai pour le cinéma. Échanger aussi avec les gens, voir les retours des gens sur... Puis quand les gens me disent j'ai découvert ta chaîne il n'y a pas longtemps et tu m'as fait découvrir plein de films, mais pour moi, c'est le meilleur commentaire que je puisse recevoir. Parce que je me dis, j'arrive à faire découvrir des choses aux gens et ils me le disent. Et du coup, il y a une espèce de reconnaissance pour mon travail. Et ça fait plaisir parce que du coup, je me suis dit, je me suis quand même beaucoup investie dans ça. Au début, j'étais à une vidéo par jour. Après, je travaillais pas, c'était plus simple aussi. Depuis que là, j'ai recommencé une activité à côté, c'est un peu moins. Mais ça reste toujours pour moi un plaisir de faire des vidéos. Et du coup, je m'organise juste différemment, quoi. Mais c'est vrai que ça a pris une place dans ma vie où je ne pensais pas que ça prendrait, quoi. Ouais, pour le mieux. Oui. Ouais, quand même. Quand j'ai eu ma première invitation avant-première... C'était quand la toute première fois que tu as... La toute première fois, j'étais partie justement en week-end chez mes parents et je vais sur la terrasse pour m'aérer et je vois une demande de messages sur TikTok. Donc moi je me dis comme d'hab, ça va être soit un abonné qui réagit à une story ou de la fraude, comme il y en a tout le temps. Et là je vois Warner Bros France, mais avec le petit truc certifié. Et là j'ai fait « My God !» Pas mal. Et j'ai paniqué. Et après, je me suis dit, mais pourquoi moi, je suis personne. En fait, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur un peu qui s'est installé. Je me suis dit, pourquoi ?
Et après, dans un sens, je me suis dit, Marion, ça fait presque 1 an que tu charbonnes comme une folle sur tes vidéos. C'est que, au bout d'un moment, ton travail, il paie. Et j'ai été hyper reconnaissante d'avoir été invitée là-bas. Là, j'ai pu retravailler avec eux pour mettre en place un concours pour mes abonnés. J'ai des invitations qui arrivent un petit peu, que ce soit comme là pour un podcast, ou aussi pour des invitations à des avant-premières, etc. Donc, je me dis, mon travail paie, je le fais pas dans le vide. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on a 25 000 abonnés après un peu plus d'1 an et demi de travail. Quel futur pour les réseaux sociaux? Donc, on a parlé de YouTube un peu. Je te vois aussi un petit peu sur Instagram. Alors, sur Instagram, je propose un contenu qui est un peu totalement différent de TikTok. C'est-à-dire que, en fait, donc, tous les films d'horreur que je regarde, bien évidemment, je peux pas en parler de tous sur TikTok. Sinon, ça serait trop compliqué et j'aurais juste pas de vie. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que tout simplement sur Instagram, et c'est pour ça que je pousse les gens qui me suivent sur TikTok à aller me suivre aussi sur Instagram. Parce que vraiment, tous les films d'horreur que je regarde, donc j'ai créé un compte Letterboxd dédié uniquement aux films d'horreur. Ah ouais, d'accord. Ok. Et après, j'ai mon perso pour moi, quoi. Mais sinon, j'ai créé un Letterboxd spécial films d'horreur. Et en fait, justement, sur mon Instagram, je vais pas du tout poster de vidéo. En fait, c'est vraiment juste le film, la note que je lui attribue. Et puis après, une petite critique écrite. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, allez aussi sur mon Instagram, parce que parfois, je peux parler de films qui peuvent potentiellement vous intéresser, mais où je ne fais pas de vidéo ici. Donc, mon contenu est quand même assez différent. Alors, justement, pourquoi ce choix-là de pas mettre aussi les vidéos sur Instagram alors que c'est un autre public? Ouais, parce que je pense que je parle trop dans mes vidéos. Mes vidéos, elles sont souvent un peu longues pour entrer dans le format réel ou real. Je sais pas comment les gens disent sur Instagram. 3 minutes now. Voilà. Mais moi, je dépasse large les 3 minutes. Ah ouais, c'est ça le problème. Parfois, ouais. Alors, parfois, c'est plus court, parfois, c'est plus long. Mais je me dis, si je peux pas poster toutes mes vidéos, ça n'a pas l'intérêt. Après, si c'est vraiment, vraiment des vidéos qui font du coup moins de 3 minutes, avec des choses vraiment efficaces et punchy, on quitte à faire, autant les envoyer. C'est ça. Mais j'aime bien dissocier vraiment les deux. Okay. Après, quand j'y pense, j'essaye de poster aussi sous forme de shorts sur YouTube. Après, j'ai 3 vidéos vraiment, 3 réelles vidéos sur YouTube. Bon, elles sont nulles, hein, mais je les ai quand même laissées. Hein. Je me suis dit, bon, voilà, où je parle tout simplement de l'horreur en général avec les sous-catégories. Après, j'ai dédié une vidéo au réalisateur Ari Aster, parce que j'aime beaucoup ses créations. Et les courts-métrages d'horreur aussi. Okay. Chose que je parle peu sur mon TikTok, mais que j'aimerais développer aussi, parce que je trouve qu'il y a énormément de courts-métrages qui sont hyper prometteurs. Et parfois, je me dis, il n'y a pas besoin de faire 1h30, 2 heures de film pour avoir peur. Juste parfois 6 minutes, ça suffit pour être angoissant et hyper oppressant. Même globalement, plus largement, les courts-métrages en règle générale, c'est quelque chose qui... et tu le dis très bien, c'est-à-dire vraiment en 3-4 minutes, on est capable de raconter des choses très très fortes. Et je pense qu'on ne se rend pas compte non plus du taf qu'il y a derrière un court-métrage. Pour en avoir fait, il y a vraiment... c'est long, quoi. Alors, ça ne va pas être 2 mois de tournage comme un film, mais ça demande quand même du temps, même s'il y a juste 3 minutes de visionnage, ou même moins. Donc voilà. Mais après, je pense aussi peut-être élargir un peu plus mon contenu. Alors après, je parle aussi pas mal de thrillers psychologiques. Donc je me dis peut-être plus, après élargir un petit peu plus sur ce plan-là. Et puis après, je me dis, si vraiment j'ai des films coup de cœur que j'ai envie de parler, pourquoi pas. Après, les gens me suivent pour mon contenu horreur. Mais c'est ce que je me suis toujours dit, ma description de TikTok, c'est une grande cinéphile qui parle de cinéma. C'est pas juste conte horreur, quoi. Et ce serait dommage aussi de rester bloqué là-dessus. Même si c'est un sujet super intéressant et c'est ton domaine de prédilection et c'est génial. Ça le restera de toute façon. La plupart de moi, je pense que si un jour j'élargis vraiment à tout type de contenu de cinéma comme la cinéma ou le ciné d'Amaury, etc., qui sont de très bons créateurs, il faut aller les suivre. Le cinéma d'Amaury m'a fait découvrir beaucoup de films aussi, par exemple. Pas spécialement des films d'horreur, mais des films oppressants. Je pense notamment à Schizophrénia, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Le film m'a mis dans un mal pas possible, quoi. Donc je me dis, partager vraiment des nouvelles choses,
d'autres types de films aussi. Alors après, je pense que je parlerai jamais de comédie romantique, même si je pense que j'ai autant de culture en comédie romantique qu'en film d'horreur, parce que mon adolescence, c'était que ça. Mais il faut en parler, parle-en. Le peuple veut savoir. Bah ouais, mais le truc, c'est que pareil, les comédies romantiques, ça me fait pleurer. Alors les films d'horreur, ça me fait pas pleurer. Ah ouais. Ah, donc tu veux dire que tu vas pleurer en vidéo pendant que tu parles du film? Non. Non, mais je vais pleurer en regardant le film. Oui, d'accord. Mais en même temps, ouais, d'un point de vue extérieur, surtout que ton pseudo, Cinémarion. Cinémarion, chaque fois, je cherchais un truc avec un petit jeu de mots. Je me suis dit cinéma. Ça marche très bien. Rajoute ma dernière syllabe derrière, ça passe. Mais du coup, c'est pas comme Aude à l'horreur. Oui, voilà. Tu vois, t'es pas Keblo dès le début sur le cinéma d'horreur. Bah après, quand je me suis lancée dans TikTok, je me suis dit, je veux parler d'horreur. Ouais. Donc, je savais que j'allais parler que d'horreur. Ouais. Mais c'est vrai que plus j'avance dans mon contenu, plus je me dis, et même en parlant aussi avec mes proches, ils me disent, tu pourrais parler d'autres films aussi que des films d'horreur. Et je me dis oui, parce qu'en fait, je regarde plein d'autres films. Évidemment. Et puis, ça fait du contenu. Et puis, c'est d'autres publics aussi que tu peux attirer. C'est ça, exactement. En fait. Même si la base est déjà très, très bonne. Alors, tu as beaucoup teasé le sujet, l'un des sujets principaux de la vidéo. On va revenir, bien sûr, sur la création de contenu si d'autres questions, interrogations me viennent. Mais, bien sûr, tu l'as dit au tout début, quand tu as commencé la création de contenu sur Internet, tu faisais des vidéos en mettant du maquillage et tu parlais de slasher et trucs. Ce qui est intéressant. Un peu dangereux sur TikTok, parce que TikTok, ils n'aiment pas trop le sang. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'est parce que le maquillage fait partie de ton expérience aussi professionnelle. Oui, tout à fait. Donc, on va en parler tout de suite. Ça fait aussi du coup partie de ton parcours au tout début. Donc, commençons déjà par la base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à être maquilleuse, puisque c'est ça la finalité, maquilleuse sur les plateaux de tournage. Comment est-ce que tu es arrivée déjà à ça? J'ai tout simplement fait une école sur Paris en 2 ans. Alors, il y a différentes écoles. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que c'était la plus complète. Après, peut-être pas la meilleure, avec du recul. Enfin, je veux dire, en termes de gestion. Après, en termes de cours, aucun problème. J'ai vraiment appris tout. Et je suis capable de faire de tout. On a fait du théâtre, de la mode, du cinéma, de l'événementiel, du face painting pour les enfants. Et en 2e année, on avait le choix entre soit se spécialiser dans la mode, soit dans les effets spéciaux. Et là, du coup, on avait 15 jours dans un studio d'effets spéciaux où il fallait trouver un modèle, faire un moulage entier de sa tête et faire une prothèse pour des partiels, etc. Moi, je savais que de toute façon, je voulais faire du cinéma. Parce que j'avais déjà un gros rapport avec le cinéma. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça avant parce que c'est des métiers de l'ombre auxquels on ne pense pas. Mais au final, tu te dis, tu regardes un film de guerre, t'enlèves le HMC, donc l'habillage, maquillage, coiffure, ton film, il ressemble à rien. Parce que ton soldat, il va être comment? Il va être habillé comme toi et moi, et voilà quoi. Genre, sans maquillage, sans sang, sans rien. Voilà, il n'y a rien en fait. Et c'est un métier vraiment qui est très... je trouve qu'il est très sous-estimé. Et même à l'heure actuelle, ça m'arrive de continuer du coup de faire du maquillage. Alors maintenant, c'est plus côté événementiel. J'avais mon auto-entreprise, etc. Mais avec la Covid, le cinéma... Donc, ça m'a pas aidée. Et puis après, forcément, comme c'est un entretien de contact, etc., au bout d'un moment, ça s'essouffle aussi. Après, on m'a relancée pour quelques propositions, mais c'est quand j'ai fait une réorientation professionnelle. Donc, je passais mes examens à ce moment-là, donc je pouvais pas. Du coup, il y avait toujours ce truc de timing et ça a toujours été frustrant parce que l'endroit où je me sens le plus à ma place, en fait, c'est sur un plateau de cinéma. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, du coup, je fais beaucoup de maquillage de mariage, par exemple. Ok. C'est vraiment ce que je fais principalement. Après, je m'éclate quand c'est Halloween. Donc tu es resté quand même dans cet univers du maquillage. J'en fais, mais peu, c'est pas mon activité principale. C'est mon petit plus, quoi. Alors, quelle est ton activité principale? Je travaille dans le social. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais exactement? J'accompagne les gens sur le numérique qui ont du mal, en fait, avec tout ce qui est démarches administratives, etc. Donc, du coup, moi, j'ai un poste bien spécifique. Ah oui, donc quand même assez loin du... l'univers du cinéma. Mais après, c'est tout récent. J'ai commencé ça, du coup, en février. Donc voilà. Mais oui, assez loin du maquillage. Mais après, quand c'est les périodes, la période estivale, c'est là où je suis le plus sollicitée pour les maquillages de mariés, etc. Donc voilà. Ça reste
mon petit hobby d'à côté. Pourquoi pas revenir pour que j'aimerais tellement, mais vraiment. Et après, je me dis, si je pouvais un jour vivre du cinéma, peu importe le métier, j'adorerais. Même si c'est devenir, je sais pas, critique de film ou journaliste ou bosser juste pour la presse dans le cinéma, des choses comme ça. Ouais, mais je serais frustrée de pas maquiller. Tu vois, genre ce serait, même si franchement les régisseurs pour moi ils font tout. S'il n'y a pas une bonne régie, c'est fini. Hein. Non, mais la régie, moi je trouve que c'est un des métiers qui est le plus sous-estimé dans le cinéma. Mais je me dis, sans régie, personne survit. C'est exactement ça. C'est la guerre sur le plateau, c'est pas possible. Et mais ouais, non, après c'est vrai que si je pouvais retourner dans le make-up sur les films, je kifferais ma vie. Ça me manque en fait d'être sur un plateau, d'être là. Ça me dérange pas de faire des nuits blanches, de faire des nuits, des journées, pardon. Ça m'est arrivé de faire des journées de 20 heures. Et franchement, j'en ai rien à faire parce que je suis vraiment dans mon élément. Et c'est là où je me dis, c'est ma place sur Terre, quoi, sur un plateau. Donc bon, je retrouve un petit peu cet aspect-là quand je fais mes vidéos parce que je partage quand même ma passion du cinéma. Ça a quand même un lien avec le cinéma. Moi, il faut que c'est un lien avec le cinéma, dans tous les cas. Mais après, c'est vrai que c'est assez perturbant. Genre, par exemple, tu vois, quand j'ai reçu ton invitation, ça m'a fait super plaisir. Début de semaine, j'ai eu un coup de stress. Et je disais à mon conjoint, je comprends pas pourquoi on m'invite. Je suis personne. Et il me dit, mais t'es pas personne, t'as presque 25 000 personnes qui te suivent. Mais je me dis, oui, mais pour moi, je fais mes courses comme tout le monde, je vais travailler comme tout le monde, je me lave comme tout le monde, je fais ma vie, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal en fait à intégrer l'idée que ma création de contenu sur TikTok prend de l'ampleur. Et voilà, là j'étais aussi invitée pour une avant-première lundi. Ouais. Et j'ai été re-invitée pour cette même avant-première lundi, mais par 2 trucs différents. Donc voilà, à chaque fois je me dis pourquoi moi ? Et après je me dis parce que tu fais du contenu, donc au bout d'un moment ça va arriver. Et après c'est ce que je me dis, c'est ce que je voulais au début, je me disais imagine un jour t'es invité à tel truc, machin. Et en fait quand ça arrive, je panique, je suis là, mais je suis hyper reconnaissante de vivre ça et je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi vite. Parce que je me dis, il y a tellement de créateurs maintenant sur TikTok. Surtout dans le cinéma, il y en a beaucoup. Là, je trouve qu'il commence quand même à avoir de plus en plus de femmes qui parlent d'horreur. Mais avant, je trouve qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Déjà, d'avoir la reconnaissance des gens en commentaire, ça fait toujours super plaisir. J'ai des gens aussi qui sont là depuis le début à me suivre et qui maintenant sont devenus des amis. Donc, ça me permet de faire vraiment plein de choses. TikTok m'a apporté beaucoup de choses, même sur le bien-être mental, etc. Ça m'a beaucoup aidé dans une période compliquée. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la thématique du maquillage dans le cinéma et que tu me racontes peut-être ta première expérience en tant que maquilleuse. Voilà, qu'est-ce que c'était exactement hors de l'école, hein. Pas d'exercice ou quoi, mais vraiment la première fois où on t'a appelé, on t'a demandé si t'étais dispo et puis tu es venu. C'était quoi ta première expérience comme ça? Alors après, ce qui était quand même intéressant avec l'école, c'est qu'on était obligé de faire des stages. En fait, on avait un nombre de points par année et on avait toute une liste de stages qui étaient proposés. Donc ça pouvait être vraiment tout et n'importe quoi, de l'événementiel, un défilé de mode pour la Fashion Week, un tournage. Et en fait, on pouvait mettre jusqu'à 5 points maximum, je crois, en fonction de l'intérêt qu'on portait au stage. Et après, on était validé ou pas validé. Donc moi, je me positionnais tout le temps sur les courts-métrages, forcément. Et on me prenait jamais. Le souci étant, c'était que la personne qui gérait les stages avait ses chouchous. D'accord. Et moi, je n'étais pas dedans parce que je ne fais pas une taille 36. D'accord. Et j'ai eu des réflexions assez grossophobes de la part de cette personne. D'accord. Plusieurs fois à l'école. Donc forcément, j'avais pas les meilleurs stages du monde. Et un jour, j'ai été contactée par une école, parce que du coup, j'avais ouvert un Instagram, etc. J'étais sur des pages Facebook et tout. Donc, j'ai été contactée par une école pour un tournage de fin d'année. Donc, j'ai accepté. Donc, j'ai fait ça en dehors de l'école, donc de manière totalement bénévole. Et vraiment, j'ai foncé, quoi.
Mais ça a mis du temps parce que moi, je suis rentrée à l'école en octobre 2016 et mon tout premier tournage, c'était en février 2017. Ah oui, ok. Voilà. À la vache. Ouais. Ça a franchement mis du temps. Et si je peux parler vraiment de l'expérience qui m'a vraiment... je ne saurais pas mettre un mot dessus, tellement c'était fou dans ma tête. On avait différents intervenants et on avait un maquilleur qui est quand même assez connu en France. Je vais dire son nom, je ne sais pas si ça passera par là un jour, mais au cas où. C'est un monsieur qui m'a beaucoup inspirée sur le plan du maquillage. C'était un prof qui s'appelait Stéphane L. Et en fait, il n'était pas dispo pour un tournage avec Arte. C'était un animateur du coup d'Arte, Philippe Collin, qui voulait faire en fait une bande-annonce sur une bande dessinée qu'il avait décidé de faire sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, sujet, moi, qui m'intéresse aussi énormément. Hein. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire aussi. J'aime beaucoup ça. Et du coup, le sujet m'intéressait. Et on avait toutes reçu un mail de ce fameux mec grossophobe de l'école pour dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour le truc et tout. Et il disait pas ça venait de qui. Et donc, moi, j'ai dit oui, moi, je suis intéressée par le projet. Et je me rappelle, je monte à Bastille dans le bus avec ma mère, qui était venue me rendre visite quelques jours. Et mon téléphone sonne, un numéro que je connais pas. Je décroche et là, j'entends « Oui, bonjour, c'est Stéphane, ton prof a le nom de l'école. » Et puis, il me dit « Mais du coup, je t'ai choisi pour me remplacer sur le tournage du voyage de Marcel Grob. » Du coup, j'ai maquillé ma première personnalité publique aussi sur ce tournage. J'ai maquillé Yannick Renier. Et moi, à l'époque, j'avais aucune idée de qui c'était. Hein. Pour moi, c'était un comédien lambda. Je savais juste que la personne âgée que je maquillais pour le projet, c'était un type qui avait eu un rôle dans Louis la Brocante. Enfin, j'étais là, bon, d'accord. Et ok, voilà la petite anecdote. Allez, d'accord. Mais et quand il m'a dit, je te choisis toi parce que, enfin voilà, il fait, je vois comment tu travailles à l'école et j'aime ta manière de travailler, ta manière de maquiller, les personnages que tu proposes à chaque fois et tout. Et là, je suis là au téléphone en mode, ok, d'accord, ouais, ok. Ouais, il n'y a aucun autre mot qui sort. Et il me dit juste, il faudra que tu fasses ça comme maquillage. Je donne ton numéro au réal et puis il va t'appeler, il va t'expliquer. Tu vas avoir certaines choses à acheter, tu seras défrayé, machin et tout. Et là, je raccroche et je regarde ma mère et je lui dis, j'étais prise pour remplacer ce maquilleur sur ce tournage. Donc ça a été ma seule expérience professionnelle. Ouais, vraiment très professionnelle, très encadrée, avec des gens qui sont dans le métier depuis longtemps et où tu sens que le PAT il est à 10h, à 10h01, j'ai pas fini mon make-up, ça va pas quoi. Ouais. Qu'avec les courts-métrages étudiants, le PAT il est à 10h et tu commences, il est 12h30 quoi. Mais bon, après ça fait partie du jeu aussi. Et c'était vraiment, je pense, ma plus belle expérience de tournage en termes de... Enfin, je me suis sentie très reconnaissante d'avoir été choisie. Après, bien sûr, j'ai d'autres tournages qui font plus partie de mon cœur que d'autres. Et voilà, je pourrais te donner, si tu veux, la liste de certains courts-métrages qui sont dispo sur YouTube. Comme ça, si tu pourras mettre en barre de description, ça intéresse quelques personnes. Donc voilà. Ah ouais, je disais mais oui pour me citer d'autres courts-métrages là maintenant, des expériences qui t'ont fasciné. Et surtout sera dans la description, vous avez... son CV, sa banque des ainsi que tous les courts-métrages. Engagez-la, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Engagez-moi pour faire du cinéma. Ça me manque. Avant, d'ailleurs, qu'on parle de ces autres expériences qui t'ont marqué, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit là maintenant. Donc, tu as étudié à Paris en 2016-2017. Jusqu'à 2018. Jusqu'à 2018. Et tu es rentré en Normandie. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était un choix économique ? En fait, c'est ça. Je cherchais un travail. J'ai eu la chance d'avoir... Je vais beaucoup parler de mes parents dans cette vidéo au final. Mais j'ai la chance d'avoir des parents incroyables, très bienveillants. Ils ont toujours beaucoup fait pour moi. Et quand je leur ai annoncé que je voulais être maquilleuse, de base, je partais d'un projet où je voulais être sage-femme. Donc, projet un peu lambda, enfin...
et je leur annonce que je veux être maquilleuse, peut-être, je sais pas, 4 mois après les attentats du Bataclan et tout. Ouais. Et du coup, ils flippent. Ils se disent, donc, tu vas aller à Paris, tu vas... Et après, ils me disent si c'est ton rêve, si c'est ton truc, ok. Du coup, nous voilà lancés dans le truc. Le crédit étudiant, trouver un logement, mes parents qui font des allers-retours sur Paris, moi qui viens avec eux, moi qui viens pas avec eux parfois parce que j'ai le bac à passer aussi à côté. Et voilà, et pendant 2 ans, j'ai eu la chance qui m'accompagne et qui m'aide dans tout ce qui était le financement de mon école, même si je travaillais un petit peu à côté. Et surtout payer mon loyer et payer 600 € pour 13 mètres carrés, je trouve ça indécent. Et je me dis, c'est pas tous les enfants sur Terre qui auront des parents qui se donneraient autant pour pouvoir offrir des études qui font vibrer leur fille. Et je leur serais indéfiniment reconnaissante pour ça. Hein. Et du coup, j'ai cherché un travail en fait quand mes cours se sont arrêtés entre la période de fin de cours, donc en mars 2018, jusqu'à mes examens en mai. Et j'ai déménagé en juillet. J'ai cherché du taf, mais de manière tellement intense, dans des boutiques de maquillage, etc., les Sephora, les NYX, les trucs. Parce qu'ils embauchent des maquilleuses professionnelles, justement. Et j'ai pas trouvé. Donc j'ai dû retourner sur ma Normandie. En fait, là, TikTok, la manière dont ça prend de l'ampleur, je me dis si un jour je peux revivre du cinéma, même si c'est pas en tant que maquilleuse sur un plateau de tournage, je pense que j'hésiterai pas à revenir par là. Et c'est pour ça, TikTok, ça me permettait aussi de me vider la tête, parce que du coup, je me disais, je fais un truc qui me canalise à côté, qui me fait penser à autre chose que tu travailles pas, enfin... Puis moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de me sentir utile, en fait. Et le fait de pas travailler, du coup, j'étais là en mode, t'es chez toi, tu fais rien. Je me sentais vraiment inutile et nulle, quoi. Donc TikTok, ça m'a vraiment aidée dans ce sens-là, du fait que j'avais un but, en fait, tous les jours où c'était... j'avais mon petit emploi du temps, quoi. C'était le matin, je me levais, je cherchais du travail. Après, je regardais mon film. S'il était bien, je faisais une recommandation dessus. Je faisais mon montage et le soir, je postais, quoi. Donc, en fait, ma journée, c'était TikTok, à part mon créneau de 2 heures où je cherchais du taf le matin. Mais du coup, non, ça m'a pas mal... en fait, ça a été un gros soutien moral, en fait, pendant ma période de chômage. Et en plus de ça, ça a fonctionné. Donc, je ne pouvais être que contente. Paris, ça me manque aussi, quoi. Ouais. Parce que Paris, tu peux tout faire. Il y a plein de choses, que ce soit en termes culturels. Enfin, je trouve que tu vas plus avoir tendance aussi à rencontrer du monde rapidement. Enfin, puis toi qui aujourd'hui est vraiment considéré par les gens du cinéma, en tout cas pour ton contenu, les invitations, elles se font que sur Paris. Il n'y a pas d'invitation. C'est ça. Tu vois, donc tu es obligé de venir. Alors après, il y a certaines avant-premières auxquelles je ne peux pas assister. J'ai la chance, comme par exemple Warner, avec qui là on a fait un concours pour gagner des places pour Destination Finale. Ils m'ont envoyé 2 places pour moi en me disant tu peux pas venir à nos avant-premières, mais bon, on t'invite quand même à aller voir le film à côté de chez toi. Ouais. Et là-dessus, ils sont quand même super cool, quoi. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui sont hyper conciliants là-dedans. J'ai eu le même cas pour Until Dawn. On m'a proposé de venir à une avant-première. Je leur ai dit, moi j'ai des horaires flexibles, donc je peux venir. C'était une projo presse. Je dis, j'ai des horaires flexibles, c'est jouable. Il faut juste que je pose une après-midi ou quelque chose. Mais ils m'ont dit, non, c'est pas une avant-première. C'est juste une projo presse, on va pas te faire déplacer pour ça, mais on va t'envoyer des places, comme ça tu vas voir le film à côté de chez toi. Donc c'est cool, c'est des petits avantages aussi. Et puis après, il y a aussi le retour derrière. J'ai eu un mail de leur part en leur disant qu'ils avaient beaucoup aimé ma vidéo, que Sony était aussi ravi du retour que j'ai eu par rapport au film. Et voilà, que du coup, ils m'ont dit prochainement, potentiellement d'autres avant-premières, etc. Donc voilà, je me dis, ça reste quand même... c'est jouable. C'est ça, tu vois. Je me dis, je rentre petit à petit dans des carnets d'adresses, peut-être. Ouais, donc je me dis, c'est intéressant. Et puis, c'est cool. Je m'attendais pas à ça en même pas 1 an et demi de temps, quoi. Alors, avant qu'on reparte sur le sujet de la création, on avait dit qu'on parlerait de tes autres expériences de tournage. Donc, voilà, tu as principalement fait des courts-métrages,
bénévoles, ce qui aide vachement pour remplir le frigo. Totalement. Mais malgré tout, parfois, il y a des très, très belles expériences. Oui, tout à fait. Donc, on va s'amuser. Donc, on va parler de ta plus belle expérience dans le cadre des courts-métrages de fiction. Ok. Et puis, si tu en as, peut-être une expérience qui est peut-être un petit peu moins bien passée, il y en a peut-être. Ok. Tu commences par celle que tu préfères. On va commencer par la moins bien. Ouais. Comme ça, après, on finira par la best. La moins bien, c'était tout simplement ma première expérience. D'accord. En fait, il y en a deux, vraiment, qui ont été un peu compliquées. La première, c'était mon premier court-métrage, du coup. Tout le monde était très en retard et on ne me considérait pas du tout. Ok. Genre, le producteur me parlait comme un chien. Ok. Et moi, j'étais là en mode, c'est ça les tournages, on va peut-être pas continuer, quoi. Et Tournage bénévole en plus. Oui, en plus. Donc je me suis dit, bon, ok. Et après, j'en ai eu un autre. Alors, bon, là, c'était pas les mêmes conditions, mais déjà, en fait, on est arrivé super tard sur le lieu de tournage. C'était une collaboration avec l'école, donc on était 3 filles de la classe sur le même tournage, avec gros effets spéciaux, gros machin. J'avais dû faire un énorme aileron pour coller sur le dos d'un comédien qui se transformait en une espèce de créature avec de la magie noire et tout. Enfin, un truc hyper cool. On est arrivé super tard, parce qu'en plus, la journée même, j'étais sur un autre tournage, donc c'était le rush total. Et on est arrivé tard, le lendemain, il faisait froid, mais à mourir, vraiment. C'était terrible. Et on n'avait rien pour se réchauffer. Pour un plan, le réal a dû aller dans un lac alors qu'il faisait 2 degrés. Il a fait une crise d'hypothermie. On s'est limite dit est-ce qu'on va aux urgences ou pas. C'était la cata. On dort, le lendemain, on se réveille. Il y a 20 cm de neige. Du coup, tournage annulé, retour caisse départ. Il n'y avait pas de train pour rentrer, du coup, à cause de la neige. Donc, j'ai dû prendre un vieux car qui m'a déposé à Disney. Et à Disney, j'ai dû prendre le RER pour rentrer chez moi. Bref, c'était une catastrophe. Et par contre, ma plus belle expérience, j'en ai 2 aussi. 2 tournages. Donc un pour lequel on m'a contacté grâce à mes réseaux sociaux. C'était un tournage vraiment, si tu veux, l'adresse de là où on tournait n'existait pas sur le GPS. Ok, d'accord. Donc c'était vraiment, on était coupés du monde pendant une semaine. Et en fait, on tournait intégralement dans une grange, sur un truc sur la guerre, machin, etc. Et quand on faisait des plans de nuit, donc on mettait les spots, en fait, pour montrer, enfin, faire un semblant de jour. Et puis là, le réal s'est dit, mais c'est vachement mieux, en fait, quand on tourne de nuit. Parce qu'avec les feuilles sur la grange et tout, ça fait un reflet. Je pense qu'on va réfléchir au fait de tourner de nuit. Du coup, tu te dis, ok. Sauf que quand t'es maquilleuse, t'es pas le mec du son, t'es pas chef-op où tu prépares tout la veille et t'es ok, ready pour le lendemain, tu vois. C'est genre, tu vas, tu te réveilles toi, tu prends un café, tu réveilles les acteurs un par un. Parfois, tu dois t'y reprendre à plusieurs fois. Tu les maquilles, tu aides la costumière à les habiller. Enfin, tu te lèves là plutôt en même temps que la régisseuse, en fait, ou le régisseur. Et j'avais calculé sur une semaine, toutes les nuits confondues. Donc sur 6 nuits, j'ai dormi 10 heures. Un peu juste. Quand même, j'avais perdu ma voix sur le tournage. C'était une catastrophe. On avait froid la nuit. Bref, c'était un enfer. Mais ça a été une des meilleures équipes avec qui j'ai bossé. Parce que du coup, le fait que ce soit dans des conditions comme ça, on était tous très unis, très soudés. Et c'était vraiment super top. Et la deuxième expérience, c'était un petit peu similaire. Mais alors, c'était des gens avec qui j'avais déjà bossé. Parce qu'au final, je me suis retrouvée à être contactée par des mecs qui étaient dans mon collège, qui, eux, se sont aussi tournés vers le cinéma. Mais alors, un plutôt production, un autre plutôt réalisation, un autre plutôt script, scénariste, etc. Je ne sais pas si tu as vu passer sur TikTok les BFF du ciné. Ça me dit rien. De Citadel Move. Voilà. En fait, ils ont commencé en disant si tu es tout seul et que tu vas aller au cinéma un mercredi ou mardi soir, je ne sais plus, tu as le choix entre 3 films, tu choisis le sondage Instagram où il y a le plus de pourcentage. On va voir ce film-là. Et au début, c'était 5-6. Et là, au final, ils remplissent des salles. Ah ouais, et après, ils vont boire un verre, ils discutent ensemble et tout du film. Ouais. Au cinéma, au Hall. Alors, je sais plus, c'est un UGC, je crois. Ouais.
Et du coup, ils font ça. Et j'ai trouvé ça trop cool. Ah, je connaissais pas du tout. Je vais regarder ça tout à l'heure. Franchement, c'est trop bien. Et donc, du coup, c'est un des mecs avec qui j'ai bossé à l'époque. Ils avaient créé une association qui était une boîte de distribution qui s'appelait Future Prod, qui n'existe plus maintenant, je crois, parce que du coup, ils ont un peu pris des chemins différents. Mais ils continuent quand même à bosser ensemble sur des projets individuels, un peu chez les uns et les autres. Et je trouve ça trop bien. Et du coup, j'ai tourné deux ou trois fois avec eux. 2 fois, je crois. Et le deuxième tournage, pareil, tournage de nuit. C'est là où j'ai fait ma journée de 20 heures. Et c'est là où j'ai fait le plus d'effets spéciaux, donc c'était le mieux. De la cervelle sur la voiture, un truc comme ça. Non, franchement, c'était cool. Et pareil, super équipe. Tu bosses de nuit, t'es fatigué. Tu fais des grosses journées, t'as froid parce que c'était juste avant le confinement en plus. Vraiment, la semaine avant qu'on soit confiné. Ah ouais. Et du coup, t'étais en plein mois de février, début mars. Il faisait super froid. La Normandie, c'est pas le sud. C'est pas l'endroit le plus ensoleillé du monde. Donc la nuit, on se caillait un petit peu. On se caillait un petit peu beaucoup. Mais franchement, non, pareil, meilleur souvenir de tournage, quoi. Genre... Puis j'avais déjà bossé avec eux, donc il y avait aussi une bonne entente. Puis c'est pareil, après, tu fais toujours la connaissance d'autres personnes aussi. Sont des tournages, donc non, franchement, c'est cool. C'est cool. Et puis voilà, là, mon dernier tournage date de février 2021. Ah oui, quand même. Ouais, ça commence à dater. Là, on va passer à un petit jeu. Ok. Alors, tout dépend de la manière dont tu vas le faire, parce qu'il y en a qui... Je vais t'expliquer, c'est très simple. Je te pose des questions et le but, c'est de répondre du tac au tac. Ok. Donc, il y a des gens qui répondent du tac au tac. Il y a des gens qui ont tendance à raconter un petit peu plus derrière. Je vais essayer de faire court, de faire concis, promis. Tu fais comme tu veux. Ok. En tout cas, le but, c'est de répondre du tac au tac. Par exemple, quel est ton film d'horreur préféré ? Ok, j'en ai 4. Ah non, mais quel est ton film d'horreur préféré ? Impossible de choisir, impossible. Bon, quels sont tes films d'horreur préférés ? Ok, alors Eden Lake, Sinister, Midsommar, Longlegs. Ok. Quel est ton film d'animation préféré ? Vice versa. Ton pire souvenir de cinéma ? Waouh. Un film où j'ai quitté la salle, j'avais été voir Expendables 2, je savais pas ce que c'était, je suis partie de la salle. Parce que c'était nul. Un bon gros film de bonhomme, j'ai pas aimé du tout. Ton actrice préférée ? Nicole Kidman. Acteur préféré ? Anthony Hopkins. Antagoniste préféré ? Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux. Ton slasher préféré ? J'aime pas les slashers. Il n'y en a pas un seul qui te... S'il y en a un vraiment que je devrais dire que j'aime bien, je dirais Freddy Krueger. Les Griffes de la Nuit. Un film que tu emporterais sur une île déserte ? Moulin Rouge. Ton film d'action préféré ? Je suis vraiment pas film d'action. Je sais même pas si j'en regarde en vrai. J'ai dû en voir, mais je sais pas. Film d'action, c'est très large. T'as des films catastrophes, t'as des films, je sais pas, de sport, buzz, voiture. Alors si tu me parles de films catastrophes en film d'action, j'aime bien World War Z. Oh, merci. Après, autre film d'action, si on reste dans les zombies, 28 semaines, 28 jours plus tard. Alors ça c'est moi, parce que autant World War... Alors j'aime beaucoup, mais c'est parce que World War Z c'est tellement rare que des gens apprécient. Moi, tout le monde, j'ai l'impression que quand je dis que c'est un super film de zombies, les gens ils me crachent dessus. C'est génial, c'est foireux sur 1 milliard de points, mais qu'est-ce que c'est bien. Oui, j'ai été le voir au cinéma et c'était incroyable, moi j'ai adoré ce film. Et en plus il y a Muse en musique d'intro et c'est mon groupe préféré, donc je ne peux que aimer. Incroyable. Alors moi j'ai vu avec mon papa, donc c'est une expérience en plus, tu vois, c'était chouette dans mon cinéma de quartier. C'était un beau souvenir et puis le film était génial. Non, c'était top. Je l'ai vu en famille. Mon père n'a aussi. Pas aimé, mais moi je m'en branle. Moi mon frère a passé la séance à côté en me disant « Est-ce que t'as pris ton manteau ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Et il me dit « Tu peux me le donner ?» Je fais « T'as froid ?» Il fait « Non. » En fait, il a passé le film caché parce qu'à l'époque, il flippait de fou des zombies. Mais genre, en fait, pour ne plus avoir peur de zombies, il ponçait Call of, le mode zombie, pour plus avoir peur, alors qu'il se chiait dessus. Hein. Et en fait, dans la balance de World War Z, au final, tu te rends pas vraiment compte que c'est des zombies. Non, c'est vrai, effectivement. Et du coup, dès le début du film, première transformation, avec ma mère, on s'est regardé, et ma mère, elle a dû se dire, oula. Et il y avait mon frère au milieu, et il s'est enfoncé dans son siège. Et pour le coup, mon frère déteste les films d'horreur. Encore aujourd'hui ? Alors... La dernière fois, il a demandé à en regarder un avec moi. Et mon frère est pompier volontaire. Il m'a dit, tu m'en trouves un où il y a des pompiers. Je suis OK. Ah bah j'en ai en tête. Bon, on a regardé Rec. Eh bah exactement. Voilà. C'est exactement celui-là. On a regardé Rec. Et il a même été chaud. Il m'a dit, on regarde le 2 ? Je dis, vas-y.
Alors, il est pas bien, il se cache et tout, mais il a fait l'effort. Je dis, c'est bien. Extraordinaire. Ouais. J'aime beaucoup, Rec. Le meilleur Star Wars? L'épisode 3, même si je suis pas une fan de Star Wars. Le pire? Pas le premier nouveau, le deuxième. J'ai vraiment pas aimé celui-là. Moi, c'est le troisième. Moi, le troisième, j'ai pas regardé, honnêtement. Le deuxième m'a tellement déçu, j'ai dit, bon, vas-y, hop, stop. Une séquence que tu pourrais rejouer par cœur. Voilà, un dialogue que tu pourrais rejouer par cœur. Plein de scènes dans Moulin Rouge. Eh ben, c'est parti. C'est vrai? Mais bien sûr. Waouh. Choisis-en un que tu pourrais rejouer par cœur. Ok. Pour mettre dans le contexte, ils sont en train d'écrire une pièce de théâtre et ils disent qu'il doit rencontrer la grande actrice du Moulin Rouge qui s'appelle Satine. Voilà, c'est vraiment the big star du truc et tout. Et puis, il prend peur, donc il s'en va. Et puis, il fait mais il faut que tu reviennes. Est-ce que tu crois à la beauté? Alors, du coup, il fait oui. À la liberté? Oui. À l'amour? L'amour, il n'y a pas plus important que l'amour. L'amour, c'est l'oxygène. L'amour est enfant de bohème. L'amour nous élève. All you need is love. Et après, ça part en chanson. Voilà, j'adore ce film. C'est mon film préféré ever. Il manque la chanson. All you need is love. Et après, ça part encore plus en chanson. Mais j'irai pas plus long parce que sinon, tu devras vraiment biper sur du long moment, je pense. Regardez Moulin Rouge, c'est pas un film d'horreur, mais regardez Moulin Rouge, la beauté de ce film. Alors, étonnamment, moi, le film musical, c'est mon genre préféré. Moi, je déteste les comédies musicales. Mais Moulin Rouge est mon film préféré. Je ne me demande pas pourquoi. Moulin Rouge, j'ai tellement de mal avec Moulin Rouge. C'est vrai. Le maquillage préféré, à un moment, tu dis « Waouh, ce maquillage-là !» Franchement, The Substance, parce que c'est que du make-up, il n'y a pas de 3D. Si j'ouvre ta page Letterboxd maintenant, sur quel film je pourrais tomber qui a un 0,5 sur 5? Terrifier 3. En fait, ce qui m'a saoulée, c'est que les gens ont eu une hype de fou autour de Terrifier 3 parce qu'il a été déconseillé aux moins de 18 ans. Et je sais pas, les gens, ils se sont dit « Oh, ça va être un truc de fou, moins de 18 ans, nanana. » Alors que franchement, je trouve qu'il a rien de plus que les deux d'avant. Et en fait, les gens m'ont tellement saoulée pour avoir mon avis sur Terrifier que j'ai fini par céder et aller voir Terrifier. Et je me suis, excuse-moi l'expression, mais fait chier comme un rat mort. Et je me suis dit, mais stop, il n'y a rien qui allait, quoi. C'était trop. Alors après, c'est de l'horreur caricaturale quand même. Mais je me dis, ce serait quand même intéressant de développer le personnage de Art le clown, qui est un personnage, je trouve, qui a de la profondeur en termes de... il n'a aucun dialogue, mais il te fait sentir super mal. Et Damien Leone, du coup, qui a annoncé qu'il y aurait un 4e et dernier film, a annoncé qu'il y aurait, du coup, un peu le background de Art le clown. Donc, j'espère qu'il sera bien. Mais ouais, non, le 3... Du coup, j'étais le voir au ciné, je suis rentrée, j'ai fait ma critique. Franchement, je crois que sur les Letterboxd, ma critique, c'est il vaut la peine d'exister. Enfin, j'ai mis 0,5 parce qu'il vaut la peine d'exister. La Disney préférée? Mulan. D'accord. DreamWorks? Shrek. Alors, le pire Disney possible, imaginable. Le pire? Ouais. J'ai un peu du mal avec les derniers, honnêtement. En fait, à part Vice Versa, qui est Disney Pixar, du coup, on sait pas trop... j'ai un peu du mal avec le côté 3D. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le côté des Disney, dessins, machin et tout. Tu vois, genre Merlin l'Enchanteur, Blanche-Neige, La Belle et la Bête et tout. Je sais pas, je trouve que ça avait vraiment un truc. Et j'ai un peu plus de mal avec les derniers. Donc, je crois que celui que j'ai le moins aimé, ça doit être Rebelle, je pense. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ça fait partie des chouettes pour moi. Ouais, bon, après, c'est parce qu'il m'a fait pleurer beaucoup aussi. Donc... En fait, j'aime pas pleurer devant le film. Ça me crée un petit trauma en moi lié au film. Après, tu vois, genre, sa maman ours, là. Non. Un souvenir d'un film où tu as ri aux éclats? La scène de l'arbre de l'opéra à Intouchable au cinéma. Voilà, je pense que... Ouais, quand ils vont à l'opéra et qu'il y a un arbre et qu'ils se tapent un fou rire en mode un arbre qui chante. Et en fait, il y a toute la salle qui a eu un fou rire. Et comme le rire est contagieux, voilà... Et bah, du coup, énorme fou rire aussi de mon côté. Ta comédie préférée? Je regarde pas beaucoup de comédies parce que je trouve qu'il y en a pas beaucoup de très très bonnes. Alors, en France, je trouve qu'on est plutôt bon pour les comédies et les drames. Les Américains, je trouve qu'ils sont un peu moins bons en comédie, mais il y en a certaines qui sortent du lot. Une que j'aime beaucoup, c'est Mon beau-père et moi. Ok. Voilà, notamment quand il renverse les cendres de je sais plus qui, je crois que c'est de la grand-mère ou... Bon, bref, ça me fait rire. Voilà. Ta série préférée? Euphoria. Une vidéo que tu regrettes d'avoir publiée?
Une vidéo que je regrette d'avoir publiée, je crois que j'en ai pas parce que, en fait, je me dis chaque vidéo montre un petit peu mes traits de caractère, montre qui je suis. En fait, je pars toujours du principe que je donne mon avis, que les gens doivent le respecter. S'ils le respectent pas, bah, c'est leur problème. Mais moi, dans ce cas-là, je ne rentre pas dans un débat avec eux. Mais moi, par contre, je prends en compte et je respecte les avis de n'importe qui. Genre, je vais dire, j'ai adoré, je sais pas, là, j'ai été voir, le dernier film d'horreur que j'étais voir, c'était Sinners. J'ai dit, j'ai adoré Sinners, genre, je lui ai mis 5 étoiles, il est incroyable pour tel et tel truc. Les gens dans les commentaires, ils vont me dire, ouais, j'ai adoré pour tel truc, machin et tout. Et il y en a qui vont me dire, j'ai détesté, c'est pas pour autant que je vais pas liker leurs commentaires. Genre, en fait, j'accorde la même importance à tout le monde. Et puis les gens, quand ils commencent à être vraiment... s'il y a une vidéo, je pense, où je devrais être dans le truc de peut-être avoir regretté, ce serait plutôt parce que les gens en commentaire, ils se mettent la misère. Et ça, j'aime pas. Ouais. Parce que moi, je suis vraiment dans une démarche de, OK, on parle d'horreur, chacun a ses points de vue, et chacun les défend, ce qui est normal, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de débat qui rentre. Mais à partir du moment où il y a un débat et qu'il y a des insultes et qu'il y a des manques de respect et que ça commence à juger sur tel et tel truc, ça me plaît pas parce que je suis là en mode... Chaque être humain est différent. Toi, tu peux adorer quelque chose et moi détester comme l'inverse. C'est pareil, quand je fais des lives où les gens me disent « Conseille-moi un film bien flippant pour ce soir », je leur dis bah, « Va plutôt voir mon Letterboxd où j'ai fait des listes avec les thèmes de sous-catégories de genre de l'horreur. » Je dis comme ça, au moins, tu es sûr que tu trouves ton bonheur. Je dis parce que je peux très bien te conseiller, je sais pas, The Substance que j'ai adoré, de par ses messages, de par sa direction artistique, de par ses références, etc., le casting et tout, le make-up, forcément. Évidemment. Et autant, il y en a, ils l'ont détesté. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas compris le message, soit parce que le body horror, c'était trop, soit parce que la fin, ils l'ont peut-être trouvé un petit peu caricatural. Je sais pas, mais ils ont leur raison. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé un film que moi, j'estime être le meilleur film de l'année 2024 que j'ai vu, que je vais les juger et leur dire ton avis est pourri, quoi. Ça peut être hyper intéressant pour justement créer le débat. Moi, j'aime bien ce moment-là, justement, où les avis se confrontent et où vraiment on discute. Moi, ce qui peut m'énerver comme phrase, c'est des phrases comme « chacun son avis » ou les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Bon, je pense que c'est intéressant de discuter, justement. La phrase que je sors très, très régulièrement, c'est chaque film doit trouver son public. Oui, ouais. Et là-dessus, je trouve que j'ai quand même relativement raison. Parce que je me dis, bah, un film, c'est comme une peinture. Où, je sais pas, t'as une vieille croûte rouge dessus, tu vois. Il y en a, ils vont, je sais pas, pouvoir trouver le tableau hyper profond. Ça va leur inspirer de la mélancolie, de la joie, de la douleur, de la tristesse, tout ce que tu veux. Il y en a un, il va juste voir une croûte rouge. Mais là, tu vois, ça dépend encore une fois de l'interprétation que t'en fais. Et l'art, ça reste super subjectif. Et même le cinéma, je pense que tu vas pas vivre un film en fonction aussi du vécu que tu as eu, des expériences que tu as eues dans ta vie, de ton mode de vie, de la manière dont tu vois le futur, les épreuves que tu as traversées aussi avant. Moi, je sais qu'il y a des films d'horreur, je ne peux pas les regarder parce que ça me ramène à des traumas perso et je peux juste pas. Avant, j'aurais pu, maintenant, non. Il y en a où c'est relativement soft, donc ça me dérange, mais ça va, je passe outre, machin, etc. Mais en fait, c'est ça, en fait. L'art, c'est subjectif. Donc, que ce soit le cinéma ou du dessin, on peut pas forcer tout le monde à aimer. C'est comme il y a des gens, ils vont adorer Claude Monet et d'autres, ils vont le détester. Voilà, il y en a, ils vont trouver que le radeau de la Méduse, c'est une bouse. Et moi, je suis devant au Louvre et je peux le regarder pendant 4 heures et j'adore ce tableau. Je trouve qu'il dégage tellement de choses. En fait, c'est juste... Je suis assez d'accord avec ça, effectivement, mais... ce que moi j'apprécie pas particulièrement, c'est de se fermer à l'avis d'autres. Oui, voilà, ça j'aime pas non plus. De dire genre c'est mon avis, bon j'ai bien aimé, chacun ses goûts. Bon là, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Voilà. Après moi j'aime bien être dans le débat, tu vois. Par exemple, je vais te dire, voilà. Je reprends l'exemple de The Substance. Ouais. Je vais te dire j'adore The Substance parce qu'il y a vachement comme message féministe. On sent que l'actrice est hyper engagée, on sent que ça parle de son vécu aussi. Le choix de l'actrice de Demi Moore, il est hyper bon parce que quand tu vois par rapport à son passé, etc., ce qu'elle a eu dans sa vie perso et tout, enfin, le film est brillant sur plein de points.
Et toi, tu vas me dire, franchement, j'ai détesté, j'ai pas compris le concept, genre, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a tel truc. Et je vais te dire, je comprends qu'il y a certaines choses qui t'ont déplu. Peut-être que c'est parce que tu l'as pas vu sous ce point de vue-là ou celui-là. Mais jamais de la vie, je vais te dire, ferme ta bouche. Le film, il est grandiose, juste, il connaît rien au cinéma. Non, en fait. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est ça. C'est comme les gens qui me disent, tu regardes que des films d'horreur, t'es pas cinéphile. Non. Mais ces gens-là, j'ai envie de les claquer. Je leur dis, je ne regarde pas que des films d'horreur. Alors oui, c'est ce que je consomme 80-90% du temps. Mais je regarde plein d'autres choses à côté. Et j'estime avoir une culture cinématographique quand même très variée et très large. Après, bien sûr, j'ai pas regardé tous les films cultes de la Terre. Il y a des films cultes que j'ai regardés hyper tard. Genre La Ligne Verte, je l'ai regardé à 17 ans. Forrest Gump, je l'ai regardé à 19. Enfin, il y a vraiment des trucs hyper cultes que j'ai regardés super tard. Tellement de films aussi, on peut pas tout voir. C'est ça. Mais c'est des films en fait qui sont sur ma watchlist, mais ma watchlist elle est tellement longue. Ouais. Et puis t'as toujours un film qui se rajoute, donc du coup il va passer avant un autre film. Et puis t'as ceux que t'as dit ouais faut que je les voie et en fait tu les mets pas. C'est compliqué de regarder tout ce qu'on a envie de voir. Et ça dépend aussi de mon humeur, tu vois. Genre je suis triste, je vais pas regarder un film triste. Ouais, ça va pas aller. Pour moi, être cinéphile, c'est pas avoir vu tous les films de la Terre, tous les films cultes, tous les films... Voilà, et puis pas avoir un avis aussi défini. On peut être mitigé et ne pas avoir d'avis sur un film. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai aimé et pas aimé en même temps. Alors là, j'ai pas d'exemple qui me vient particulièrement. Mais enfin, ça arrive, quoi. Et pour moi, tu peux te proclamer cinéphile à partir du moment où tu t'intéresses au cinéma de manière générale et t'as pas besoin de connaître toute l'histoire du cinéma par cœur, toutes les histoires du cinéma allemand, français, hispanique. Non, c'est à partir du moment où tu prends plaisir à regarder des films. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où tu as le besoin de regarder un film pour que ta journée se termine bien, moi, à partir de ça, t'es cinéphile. Genre, avec mon boulot, je rentre, je suis claquée. Bah, j'ai été 3 semaines sans regarder de film et j'étais là, il me faut ma dose. Et là, les week-ends de 3 jours, du coup, j'en profite, tu vois, je regarde des films. Bon, ce week-end, non. Ce week-end, ça va être compliqué. Bah, après, j'ai mon avant-première lundi, tu vois, donc je me dis, bon, tu vois, ça rattrape. Mais ouais, non, je pense que si du jour au lendemain, tous les films de la Terre se suppriment et le cinéma n'existe plus, je pense que il y a une partie de moi qui s'éteint. Et en parlant de ça, le cinéma, trop cher, pas assez cher, juste prix? Trop cher. Et je trouve que c'est pas assez accessible. Quand je regarde le prix que payaient mes parents pour une place de cinéma quand ils avaient mon âge et maintenant, je me dis, si un jour j'ai des enfants, elle sera à combien la place de cinéma? Et même, est-ce que les cinémas existeront encore? Est-ce que tout sera pas un jour remplacé par les plateformes de streaming? Et ça, c'est une question qui m'inquiète parce que je pars du principe qu'il y a certains films, vraiment, tu le regardes sur une télé, c'est suffisant. Mais certains films, ils valent le coup d'être vus au cinéma. Pour le coup, là, j'ai été voir Sinners. Il y a une scène en particulier qui est incroyable. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Ouais, donc je pense que tu sais de quelle scène je parle. Je me dis, je l'aurais regardé dans mon salon, j'aurais pas eu les frissons partout. Genre, j'avais la chair de poule sur les jambes, les bras. Enfin, vraiment, tout mon corps était... j'avais envie de me lever, de danser. C'était un truc de fou. Et pour moi, c'était vraiment une expérience de cinéma incroyable. Comme The Substance, j'ai été le voir 2 fois. Je me dis, c'est une expérience à vivre au cinéma. Moi, je trouve, pour être assez honnête, que le cinéma, je réponds à ma propre question, mais parce que c'est intéressant, je pense qu'on est plutôt au juste prix. Parce que aujourd'hui, alors certes, si tu payes ta place plein tarif à 20 balles, c'est trop cher. En revanche, il y a tellement de cartes, notamment chez Pathé, chez UGC qui ont sorti les cartes famille notamment. Ça coûte, je crois que c'est 50 € par mois et c'est illimité pour 4 personnes. Oui. Je trouve que 50 € par mois pour 4 personnes de cinéma illimité. Après, faut renter les séances, quoi. De films, tu rentabilises. Hein. Alors, c'est trop cher, attention. Et la plupart des gens, c'est la remarque qu'ils font, en fait, quand c'est trop cher. C'est, voilà, donc tu payes ta place de cinéma. Bon, il y a le parking qui va avec, il y a le restaurant avant-après, pourquoi pas. Et t'as le popcorn, les consommations, si tu consommes coca, pendant tout ça. Et souvent, les gens qui disent c'est trop cher, souvent, t'as le coca et le popcorn qui va avec.
Donc, moi, je vais au ciné, je paye ma place, c'est tout. Voilà, c'est et ça. le parking. Voilà, basta. Mais oui, quand tu payes ta place, tarif normal, ouais, c'est assez cher. Et pour finir, le mot de la fin. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Ne vous mettez pas de barrière par rapport au regard des gens. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Il y aura toujours des gens qui critiqueront votre travail, votre physique. Même si vous êtes la personne la plus merveilleuse du monde, il y aura toujours des gens jaloux et frustrés qui critiqueront. À partir du moment où vous parlez de quelque chose qui vous passionne, peu importe le sujet, vos vidéos seront intéressantes pour d'autres personnes qui sont passionnées par la même chose que vous. Faites ce que vous avez envie, investissez-vous, croyez en vous, même si c'est pas souvent simple et qu'on peut avoir des grosses périodes de doute. Mais vous pourrez pas savoir si ça va marcher si vous vous lancez pas. Et merci encore à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était avec trop grand chouette. plaisir. J'espère que tu as pris du plaisir à... Franchement, oui, énormément. participer. Du coup, ça m'a détendu pour mon podcast de demain, tu vois. Alors, je me dis, ça va, je suis ready. Celui-là, il est filmé. Celui de demain, il n'est pas filmé. Voilà, donc tu vois, là, c'est je me plus, dis, là, tu j'ai vois. tout, quoi. J'ai 3 objectifs sur moi. Donc, non, merci beaucoup à toi. Merci à vous d'avoir regardé les vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez la moindre question. Marion sera ravie d'y répondre. J'en suis Absolument. sûr. À me dire si vous avez peut-être envie de voir d'autres invités, si vous avez des idées, voilà, comme ça peut m'encourager à envoyer des messages, ce qui est parfois pas facile. En tout cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux respectifs. Marion, quels sont tes réseaux respectifs? Alors, moi, c'est très simple, c'est Cinémarion, dans quasiment partout, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd. Je crois qu'il y a juste mon Instagram où il y a un point entre Ciné et Marion. Sinon, Ouais, ça va être un peu compliqué, je pense. partout pareil. Ouais, c'est un peu dur. Et moi, comme d'habitude, vous connaissez la musique, vous pouvez me retrouver sur Vincent-MLL. Ce nom est toujours encore beaucoup trop long, mais je l'ai encore pas changé. Je sais pas si je changerai un jour, mais voilà, je sais pas où, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours ça. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très très bientôt sur TikTok, sur YouTube, dans tout partout. Merci encore, c'est trop chouette. Et là, c'est la partie que je préfère. On va regarder la caméra juste en face. Ouais. On dit au revoir Salut. pendant 20 secondes. 20 secondes. Eh bien, parce que c'est le C'est moment où, tu sais, ça affiche les vidéos à regarder. Tu vois. Donc là, par exemple, tu vois... C'est long, 20 secondes. Hein. C'est long, hein. En plus, je sais pas sourire. Tu vois, je suis là en mode... Faut comme ça, tu vois. Et en fait, parce qu'il y a les vidéos, il y a La Cinéma, il y a Jerry. Il y a Un jour un film aussi qui a été publié juste avant, qui est super intéressant. La discussion était passionnante parce il a son job à côté qui est vachement intéressant aussi. Donc... voilà, donc n'hésitez pas à regarder, c'est pas fini. Pardon. Donc, n'hésitez pas. Je peux faire les deux mains aussi. On peut faire les deux mains. Merci beaucoup d'avoir regardé, puis à très très bientôt. Bye. Bisous. Bisous.